Bonjour mes amis, je dormais, je viens d'être réveillé par une vidéo qu'un confrère prêtre vient de m'envoyer. Une vidéo dans laquelle on m'accuse d'imposture. Et la personne qui a fait cette vidéo a raison d'exiger de la rigueur historique. Elle a raison de se méfier du discours militant. Mais traiter directement quelqu'un d'imposteur, c'est souvent le signe que la personne est convaincue d'avoir vérifié tous les détails. Et donc, je suis obligé de me réveiller pour répondre. Ah Seigneur, je ne peux même pas me reposer. Père Ménas, bonsoir. J'ai tenu à faire cette vidéo pour refuter ce que je considère comme des contre-vérités sur une de vos vidéos. Vous dites substantiellement que le christianisme n'est pas arrivé en Afrique sous le fait de la colonisation. Ça, c'est la première chose. Et vous dites ensuite que le christianisme, c'est pas européen, c'est né en Palestine, et donc, à ce titre, Jésus, ou du moins le christianisme, est un message universel. Dès qu'on a dit ça, moi je tiens à réagir parce que autant je ne partage pas vos positions en tant que vous êtes prêtre chrétien, autant j'ai la faiblesse de vous le dire comme ça, sinon l'honnêteté de vous le dire comme ça. J'admire la technicité avec laquelle vous pouvez aborder un certain nombre de sujets, avec ce touche historique, ce touche anthropologique, ce touche linguistique qui fait que les arguments sont solides. Mais pour aujourd'hui, j'ai quand même envie de dire, là, vous avez fait dans des impostures. Des impostures, pourquoi des impostures? Parce que je ne veux pas croire que vous l'ignorez. Et donc, vous avez simplement décidé d'éluder la vérité parce que vous avez choisi le militantisme, vous avez choisi le prosélytisme. Or, aujourd'hui, la vérité, elle ne peut plus se cacher. Je commence par un élément simple. À partir du moment où vous dites que le christianisme n'est pas arrivé en Afrique sous le fait de la colonisation, et même que les plus grands théologiens, les plus grands docteurs, les pères de l'Église étaient des Africains, on a envie de dire bravo. Mais on a envie de dire bravo, sauf si on ne connaît pas un tout petit peu l'histoire. Et donc, moi, je commence d'abord par une réfutation qui est d'ordre historique. Ce qu'on appelle les Africains à l'époque, et je sais que vous le savez, ce n'est pas nous, c'est-à-dire que ce n'est pas l'Afrique au sud du Sahara. Les Africains à l'époque, c'est l'actuel Maghreb, Afrique du Nord, qui comprend la Libye, l'Algérie, l'Égypte et peut-être aujourd'hui le Maroc et tout ça. Et donc, pourquoi ça s'appelle comme ça? Ça s'appelle comme ça parce que, pour la petite histoire, après la chute de Ptolémée, donc de la mythique Cléopâtre et de Marc-Antoine, les Romains vont prendre possession par la force de leur empire en moins 30 avant JC de ce territoire, et donc ils vont le coloniser. Coloniser, ça veut dire ils vont imprimer leur culture, leur manière de faire, leur vision du monde à tous les gens qui habitent ces territoires. Si on a ça à l'esprit, maintenant, je prends deux exemples historiques. Je dis, avant même d'arriver à Saint-Augustin, je prends Origène d'Alexandrie. Origène d'Alexandrie, c'est 185 après Jésus-Christ. Et Saint-Augustin, si je ne m'abuse, c'est 354 après Jésus-Christ. Même ces gens-là, si vous lisez leur biographie, vous verrez bien qu'ils sont dits
est considéré comme africain de naissance, mais romains par leur citoyenneté et leur culture. Ils sont romanisés. Pourquoi romanisés? Parce que ils sont éduqués à la manière des Romains. Culturellement, ils ont la citoyenneté romaine et donc ils travaillent pour les intérêts de l'Empire. Ça, je ne crois pas que vous l'ignorez. De sorte que ceux que vous appelez Africains dans votre vidéo, en réalité, qui sont-ils? Ce sont des citoyens romains qui habitent simplement des territoires de l'Empire africain. C'est-à-dire qu'ils sont des habitants de l'Afrique, mais qui sont sous l'autorité politique, économique, culturelle, religieuse de l'Empire qui se trouve en Italie actuelle. Ça, je voulais préciser ça pour qu'après, on n'aille pas dans tous les sens. Je dis une deuxième chose. Vous dites que le christianisme, il n'est pas né en Occident et tout ça, mais qu'il serait né en Palestine. J'ai envie de vous dire, un homme de votre trempe ne peut pas raisonnablement dire ça. Ça suppose que vous éludez tout ce qui s'est fait comme concile, tout ce qui s'est fait comme mise en ordre de la doctrine chrétienne, tout ce qui a été fait comme production livresque pour être distribué à l'échelle du monde. Or, ce travail, il ne se fait pas en Palestine. Ce travail, il se fait chez les Romains, il se fait par les Romains et il se fait dans des intérêts qui sont des intérêts impériaux. Il s'agit pour la Rome antique impériale d'imposer sa religion à tous les citoyens de l'Empire. Je dis encore une chose, vous ne pouvez pas l'ignorer, vous savez que l'édit de Caracalla signe cette affaire. L'édit de Caracalla fait simple. Si vous vivez sous l'Empire romain, vous êtes de facto citoyen. Et tous les citoyens ont une religion d'État, c'est le christianisme. Donc, vous le savez, mais vous ne pouvez pas le dire pour l'objectivité. Vous préférez faire des contre-vérités simplement pour faire du prosélytisme. Et moi, c'est pourquoi je réagis en disant, non, autant j'ai plaisir à vous écouter, autant vous avez aujourd'hui le devoir d'être objectif. Non pas pour renoncer au fait d'être chrétien, on ne pourrait pas. Moi en premier, je ne voudrais pas puisque vous êtes un prêtre, donc vous servez bien la cause, mais vous n'avez pas, sinon que vous avez l'obligation de respecter au moins la vérité historique. Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes même plus capable de respecter la vérité historique, pour moi, ça pose un problème qui est un problème d'ordre éthique. Et si un prêtre commence à mentir simplement parce qu'il veut bien faire passer le christianisme, pour moi, c'est un crime, surtout à l'heure où nous vivons, parce que tout est vérifiable, parce qu'un certain nombre de contre-vérités ne peuvent plus passer comme en 1940, 50, où nos grands-parents ne savaient pas lire et donc on pouvait leur dire tout et n'importe quoi. Je tenais à dire ça en toute cordialité, mais je tenais à dire ça pour vous dire que rappelez-vous toujours que à chaque fois que vous parlez sur l'espace public, vous devez au moins, pour la convivialité de ceux qui vous écoutent, vous obliger à la vérité. Vivement la prochaine. Bonsoir ou bonjour chez vous. C'est selon que vous allez recevoir ces quelques mots. Mais toujours en toute humanité, en toute humilité. Alors, monsieur, je vous ai écouté avec attention et je me dois de vous répondre, non par esprit de polémique, mais par exigence de rigueur. D'abord, j'ai voulu analyser votre discours au point de vue de la logique,
ce qu'on appelle aussi de l'épistémologie, avant de vous répondre. Votre raisonnement mélange des éléments vrais, mais aussi des raccourcis qui vous font tirer des conclusions hâtives. Dans un cadre épistémologique, on force une conclusion souvent à partir des prémices. Par exemple, vous faites ce qu'on appelle une pétition de principe. C'est le terme classique. C'est quand quelqu'un suppose déjà vrai la conclusion dans ses prémices. Autrement dit, il ne démontre rien. Il tourne en rond. Je ne veux pas vous le dire pour vous. Il ne démontre rien. Il tourne en rond. La conclusion est déjà cachée dans le raisonnement. Je prends un exemple. Le christianisme est une construction romaine, puisque tout ce qui vient de Rome est romain. Ici, donc, la conclusion est déjà incluse dans le point de départ. Si vous dites que le christianisme est une construction romaine, puisque tout ce qui vient de Rome, et donc tout ça c'est romain. La conclusion est déjà incluse dans le point de départ. Les professeurs d'université qui donnent les cours de logique ou d'épistémologie pourront faire comprendre ça pour le public. C'est ce qu'on appelle ici en fait un raisonnement circulaire. C'est très proche de la pétition du principe, mais il est plus large. La conclusion sert à justifier les prémices, qui sert à justifier la conclusion. Il y a un troisième élément qu'on appelle le biais de confirmation. Là, on n'est plus dans la logique, on est dans la psychologie du raisonnement. Les personnes qui ont étudié la psychologie du raisonnement montrent que quand une personne sélectionne uniquement les éléments qui confirment sa thèse, ou va ignorer ou minimiser le reste, donc elle va forcer la conclusion en triant les faits. Finalement, nous sommes dans du sophisme. Nous sommes dans le sophisme. C'est le mot global pour désigner un raisonnement trompeur. C'est du sophisme ce que vous venez de faire. Bon, maintenant, après avoir analysé d'un point de vue logique votre argumentation, on va remettre les choses au clair, calmement, sans passion. Alors, vous dites que Augustin d'Hippone ou Origène ont été culturellement marqués par l'Empire romain. Ça, c'est une évidence. Mais cela ne les rend pas étrangers à l'Afrique, même si Augustin avait un père romain et la mère était africaine. Ils sont nés en Afrique. Ils ont vécu et produit leurs pensées sur le sol africain. Donc réduire leur identité à leur seule romanité revient à nier la complexité historique des sociétés de l'Antiquité. Votre argument, c'est de dire que ce sont des Africains romanisés. En d'autres termes, vous dites que ce sont des Romains et non plus des Africains. Donc vous venez de forcer la conclusion. Votre raisonnement repose sur une confusion. Vous supposez que l'appartenance au monde romain exclut toute identité africaine. Or, c'est précisément ce point qu'il faut démontrer et non l'affirmer comme ça publiquement. Oui, c'est vrai qu'ils vivent dans l'Empire romain. Oui, ils étaient culturellement romanisés. Oui, ils parlaient le grec ou le latin. Mais cela ne les rend pas non africains. À l'époque, l'identité n'est pas comme aujourd'hui. Quelqu'un pouvait être à la fois africain géographiquement et romain politiquement. C'est comme aujourd'hui, un Martiniquais. Il est français, mais il est aussi caribéen. Un Congolais, il est africain, mais il est aussi francophone. Mais le fait d'être francophone, il ne fait pas de lui un Européen. Donc dire ce ne sont pas des Africains, c'est excessif. Mais dire ils sont culturellement romanisés, ça serait plus juste. Vous semblez ensuite suggérer que le christianisme serait une construction de l'Empire romain. Là encore, il convient de distinguer clairement les faits. Le christianisme naît bien avant son adoption impériale autour de la figure de Jésus de Nazareth, dans un contexte proche oriental et non romain. L'Empire n'est pas l'origine, mais un vecteur de diffusion ou d'organisation ultérieure.
Quand vous dites que le christianisme est une construction romaine, puisque tout ce qui vient de Rome est romain, je relis votre texte, eh bien non, là non, vous faites un glissement donc important. Il faut distinguer deux choses, monsieur. L'origine du christianisme, qui est né au Proche-Orient, autour de Jésus de Nazareth, dans un contexte juif et non romain. Et l'organisation du christianisme. Là, oui, Rome a joué un Rome. Il n'y a pas que Rome. Il y aura d'autres patriarcats, comme Antioche, que certainement vous ne connaissez pas. Et notamment avec la figure peut-être de Constantin Ier et les conciles qui ont eu lieu. Il y a eu le concile de Nicée, il y a eu le concile de Chalcédoine, il y a eu le concile d'Éphèse. Tout ça, c'est le monde gréco-romain, mais pas que Rome. C'est là où il y a une différence donc majeure. Donc Rome a structuré le christianisme, c'est vrai, mais le christianisme n'est pas né à Rome. Donc sur le fond, je note que vous soulevez des éléments historiques intéressants. J'ai apprécié cela. Néanmoins, votre analyse procède par amalgame et interprétation discutable. Vous semblez par exemple confondre donc l'influence culturelle de l'Empire romain avec l'origine même du christianisme. Vous avez aussi à ce titre invoqué l'édit de Caracalla pour soutenir une prétendue imposition du christianisme. Là, ça constitue encore une inexactitude. Cet édit concerne l'extension et la citoyenneté romaine et non l'établissement du christianisme. Parce qu'à l'époque de cet édit, le christianisme est encore marginal, parfois persécuté. Et là, vous êtes trompé. Cet édit donne la citoyenneté romaine à tous les hommes libres. Mais cet édit n'impose pas le christianisme. Il faudrait qu'on aille demander aux professeurs d'université qui enseignent l'histoire. Dans votre point d'argumentation, il y a des points solides. Il y a des imprécisions. Mais il y a aussi des raccourcis interprétatifs. Donc attention à la cohérence. Vous m'avez demandé de la rigueur, appliquez-la aussi à vous-même. Oui, il faut reconnaître qu'il y a eu des logiques du pouvoir dans la diffusion du christianisme. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas confondre l'instrumentalisation du christianisme à son essence. Mais ça ne suffit pas à réduire l'histoire du christianisme à une manipulation. L'histoire est plus nuancée que cela. Et l'histoire ne se prête pas aux simplifications excessives, ni aux lectures orientées. Il faut éviter les lectures orientées. Elle exige rigueur et précision, surtout honnêteté intellectuelle. Exigence que vous appelez vous-même de vos voeux. Donc, monsieur, vous n'êtes pas à côté de la plaque, mais vous êtes allé trop loin dans certaines conclusions. Oui, vous avez raison, il faut dénoncer les simplifications historiques. Oui, vous avez raison, l'Empire romain a joué un rôle majeur. Non, vous avez tort, le christianisme n'est pas une invention romaine. Non, vous avez tort, les penseurs africains ne sont pas des faux africains. Donc je tenais à apporter ces clarifications afin que le public puisse disposer d'éléments exacts et vérifiables. Comme vous dites qu'à l'époque, nos parents ne savaient pas lire. Et donc, quand vous voulez apporter une correction comme ça, donnez d'abord votre titre académique pour que on puisse croire à ce que vous dites. Puisqu'aujourd'hui, vous dites bien que nos parents ne savaient pas lire. Donc aujourd'hui, pour prendre la place sous la parole publique, il faut commencer par dire son titre. Ça serait mieux. Docteur en histoire, par exemple. Donc sur le fond, je note que vous soulevez des éléments historiques intéressants. Néanmoins, votre analyse procède par amalgame et interprétation discutable, ce qui ne fait pas de vous une référence intellectuelle. Et je pense que vous ne pouvez pas être professeur. Tel que j'ai vu, ce n'est pas un professeur d'université qui parlait. Donc je vous rejoins sur un point. Nous avons tous, lorsque nous exprimons publiquement une responsabilité. Nous avons tous une responsabilité lorsque nous nous exprimons publiquement. Celle de ne pas travestir les faits, mais aussi celle de ne pas caricaturer les positions de ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord. Pour ma part, je reste ouvert. Vous avez été respectueux dans votre langage, même si vous êtes allé loin, en me caricaturant et en me traitant presque d'imposteur. Mais je reste toujours ouvert à un échange constructif fondé sur des arguments vérifiables par des professeurs, pas par les docteurs de TikTok. Et donc, j'ai une volonté sincère pour qu'on ait une compréhension mutuelle. Mais je ne peux pas accepter
que cet échange se fasse sous le prisme de l'attaque personnelle. J'ai toujours respecté les gens qui me parlent et j'aimerais aussi qu'on me respecte. Sur les attaques personnelles, je n'en veux pas. Donc merci de m'avoir écouté. Et surtout aujourd'hui, je voudrais redire une chose très importante. Sur les réseaux sociaux, tout le monde prêche. Il y a beaucoup de docteurs en théologie sur TikTok, beaucoup de docteurs de sociologie sur TikTok, beaucoup de docteurs en anthropologie sur TikTok. Avant de produire des éléments pour ne pas mettre les gens dans l'erreur, repartant à l'école, je ne dis pas ça pour le monsieur, mais je parle au public, demandant souvent à des spécialistes, des frères et sœurs, avant de venir sur les réseaux et parler, parce que comme je le disais dernièrement à la télévision, que ce n'est pas sur TikTok qu'on apprend l'histoire du christianisme, ce n'est pas sur TikTok qu'on apprend la théologie. Merci.